Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, la France prend au 1er janvier la présidence de l'Union européenne en plein démarrage de la campagne présidentielle française. Sur les questions d'immigration, de protection de l'environnement ou du pacte de stabilité, Emmanuel Macron a multiplié ce jeudi les propositions pour les 6 mois à venir. Joe Biden a ouvert ce jeudi le sommet pour la démocratie, sommet virtuel organisé par les États-Unis et auquel participent plus d'une centaine de pays, dont les Philippines ou le Brésil, mais pas la Russie ou la Chine. Le secrétaire général de l'ONU se rendra à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver en février prochain. Il n'a pas commenté le boycott diplomatique observé désormais par 5 pays, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Mesure prise pour protester contre la répression de la minorité ouïghour en Chine. Ce n'était pas le lieu et l'heure. Emmanuel Macron n'a pas répondu à la question concernant sa candidature à un second mandat, alors qu'il donnait une conférence de presse pour le début de la présidence française de l'Union européenne. Une présidence de 6 mois qui va couvrir toute la période de la campagne électorale. À la place, le président français a donné ses priorités pour l'Europe, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières européennes, un salaire minimum européen ou, concernant l'immigration, une réforme de l'espace Schengen. Toujours facile de rendre l'Europe attrayante. La France qui va la présider s'y essaie donc avec un nouveau logo, mais aussi je vous propose de découvrir une nouvelle pièce. Une pièce de 2 euros à l'effigie de cette présidence et d'une Europe qu'Emmanuel Macron veut puissante et souveraine. Derrière ces mots, il évoque d'abord les frontières de l'Europe avec la proposition d'une réforme de l'espace Schengen. L'objectif est annoncé sans détour, faire face au choc migratoire. Nous devons absolument retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières et retrouve sur la question migratoire une organisation politique qui nous mette en situation de défendre ces valeurs. Sur le climat, Emmanuel Macron préconise la lutte contre la déforestation importée en clair. Acheter du bois, du cacao ou de l'huile de palme quand cela contribue à détruire des forêts serait proscrit. Autre changement de cap souhaité sur les fameux critères budgétaires de Maastricht. La règle des 3% à ne jamais dépasser a visiblement vécu. Nous ne réussirons pas ces transitions, nous ne les mènerons pas à l'échelle de notre continent si nous en revenons à un cadre budgétaire qui a été créé au début des années 90. Emmanuel Macron propose aussi la création d'un service civique européen, mais la politique et l'élection présidentielle se sont aussi invités dans les questions posées aujourd'hui. Je ne répondrai évidemment pas à votre dernière question ce jour. Emmanuel Macron n'a pas dit s'il serait candidat. En revanche, il a donné son avis sur un certain discours. Tout le monde a compris qu'il pensait à celui d'Éric Zemmour. La controverse, c'est l'esprit français. Mais la haine, c'est la haine de la France. Les premières réactions ce soir critiquent l'exercice présidentiel. On essaye de faire croire qu'en 4 mois, on pourra faire ce qu'on n'a pas fait en 5 ans, et que même si on n'est plus là, eh ben ça sera. Voilà. Donc pour moi, c'est une espèce de tour de passe-passe. Le président de l'Europe que va devenir Emmanuel Macron va surtout devenir, pendant quelques semaines, un candidat à sa propre réélection. Il est donc dommage qu'il n'ait pas renoncé à la présidence française de l'Union européenne, qui aurait pu être décalée, comme les Allemands l'avaient fait. Aujourd'hui, le décor de la conférence de presse a changé plusieurs fois de couleur. Sur l'Europe, Emmanuel Macron espère imposer la sienne dans les 6 prochains mois. Le sommet pour la démocratie convoqué par les États-Unis s'est ouvert. Sommet pour 2 jours en virtuel et pour lequel Washington n'a convié ni Pékin ni Moscou. Le message est clair. Sur les sujets discutés à ce sommet, la correspondance à Washington de Mathieu Mabin. Les nations qui ont accepté l'invitation de Joe Biden, et à commencer par les nations européennes, ressentent une certaine forme d'embarras. Les prises de parole sont globalement évasives. Il ne s'agit absolument pas d'un sommet. D'ailleurs, ça serait techniquement impossible puisqu'on n'imagine pas un débat à plus de 100 participants. On va donc assister pendant 2 jours à une succession de déclarations initiales, un peu comme lors de l'Assemblée générale des Nations unies, à ceci près que cette réunion va justement participer à désunir les nations, à les ranger dans des catégories de démocratie et de non-démocratie, mais bien plus encore, cela va consister à hiérarchiser les démocraties, celles qui sont fréquentables, celles qui ne le sont pas, celles qui font semblant, mais qui en réalité enfreignent la perception
américaine de la démocratie. C'est d'ailleurs dans cette catégorie que sont rangés les Russes et Vladimir Poutine, vous l'avez évoqué. Mais ce qui embarrasse tout particulièrement les Européens, c'est justement cette vision unilatérale venant d'une nation qui a signé le Patriot Act, fait preuve de complaisance vis-à-vis de la torture, bat tous les records d'incarcération et pratique la peine de mort, ou encore qui n'est jamais parvenu à fermer Guantanamo, pour ne citer que quelques exemples. C'est donc un sommet qui embarrasse, on l'a dit, où il sera pourtant essentiellement question de droits de l'homme. Le sommet doit durer encore 2 jours. Le secrétaire général de l'ONU se rendra à Pékin en février prochain pour assister aux JO d'hiver. Malgré les décisions de boycott diplomatique en cascade, Antonio Guterres maintient donc son déplacement. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni avaient annoncé en début de semaine qu'ils n'enverraient que des athlètes pour ces Jeux, mais pas de représentation diplomatique. Et cela afin de protester contre le sort de la minorité ouïghour en Chine. Kevin Battista. Ils suivent les États-Unis. 3 pays, Canada, Royaume-Uni et Australie, comptent boycotter les JO d'hiver à Pékin du 4 au 20 février prochain. Si les athlètes seront bien présents, en revanche, aucun représentant officiel n'assistera aux cérémonies. Réponse, selon les chancelleries occidentales, aux violations des droits humains par le gouvernement chinois, pointé du doigt à plusieurs reprises pour le sort réservé à la minorité ouïghour et la disparition suspecte de la joueuse de tennis Peng Shuai. Nous sommes extrêmement préoccupés par les violations répétées des droits humains par le gouvernement chinois. Pékin dénonce de son côté une politisation du sport et une violation de l'esprit de la charte olympique. Le recours de ces 4 pays à la scène des Jeux olympiques à des fins de manipulation politique est impopulaire. Ils paieront inévitablement le prix de leurs mauvaises actions. D'autres nations comme le Japon se penchent aussi sur la question. Interrogé sur la position de la France, Emmanuel Macron, lui, botte en touche. On appréciera l'évolution de la situation en lien avec les autres Européens et avec le CIO, mais je pense qu'il ne faut pas politiser ce sujet, surtout quand c'est pour prendre des mesures toutes petites et symboliques. Il faut être clair. Soit on dit on fait un boycott complet, on n'envoie pas d'athlètes, soit on dit on essaie de réengager les choses et d'avoir une action utile. Comme toujours à l'international, je suis plutôt pour faire des choses qui ont un effet utile. Le CIO s'est jusqu'ici abstenu de commenter, évoquant la neutralité politique de l'organisation. La Nouvelle-Zélande annonce un plan visant à interdire progressivement le tabac. Pour l'instant, il faut avoir au moins 18 ans minimum pour acheter du tabac. À partir de 2027, cet âge limite augmentera d'1 an tous les ans. Ceux qui auront 14 ans à cette date ne pourront donc jamais acheter de tabac. Un pays entier sans tabac, ce serait une première mondiale. Et la Nouvelle-Zélande entend montrer l'exemple. À partir de 2027, les personnes âgées de 14 ans et moins ne pourront plus acheter de tabac, et ce, pour toute leur vie. Nous voulons nous assurer que les jeunes ne commencent jamais à fumer. Nous légiférons pour une génération sans tabac et quand la loi sera entrée en vigueur, il sera interdit aux détaillants de vendre des produits contenant du tabac aux moins de 14 ans. L'âge légal sera ensuite relevé d'1 an chaque année. À travers cette loi qui doit être promulguée en 2022, le gouvernement veut aussi restreindre le nombre de lieux de vente et n'autoriser à terme que les produits avec un faible taux de nicotine. Un durcissement de la législation plutôt bien accueilli par les Néo-Zélandais, y compris par les fumeurs. Si le tabagisme a baissé ces dernières années, il reste 2 fois plus important parmi les peuples autochtones comme les Maoris. On voit beaucoup de jeunes dans la rue, cigarettes à la bouche. Les gens se demandent comment ils arrivent à s'en procurer. C'est peut-être une bonne idée, parce que fumer est de toute façon mauvais pour la santé et c'est très difficile de s'arrêter. En tant que fumeur, c'est ce que je vis au quotidien. Alors c'est une bonne chose de forcer les gens à arrêter ou ralentir leur consommation. Je ne suis pas du tout contre. En termes de santé, les gains sont chiffrés. La Nouvelle-Zélande pourrait économiser plus de 3 milliards d'euros d'ici 2025. Le tabac est responsable chaque année d'environ 5000 décès dans l'archipel. Ce dimanche, la Nouvelle-Calédonie vote pour son 3e et dernier référendum sur l'indépendance. Quel que soit le choix des Calédoniens, a dit le président Macron, il y aura un futur ensemble. Les indépendantistes ont appelé au boycott. Ils avaient demandé que le scrutin soit reporté. Explication d'Hugo Capelli à Nouméa.
185 000 électeurs qui sont appelés aux urnes ce dimanche, mais il n'y a presque pas eu de campagne pour ce troisième et dernier référendum ici en Nouvelle-Calédonie. En effet, le camp indépendantiste a appelé ses partisans à ne pas se rendre aux urnes ce dimanche. Alors on a vu toute cette semaine sur des ronds-points des militants avec des banderoles. Ils réclament le report du scrutin, le temps de faire leur deuil, car il y a eu plus de 200 morts ici sur l'archipel depuis la crise du Covid-19. Un argument du deuil qui est irrecevable pour leurs adversaires, les non-indépendantistes. Dans les dernières réunions publiques où nous sommes allés, ils estiment bien que l'État français s'est renforcé depuis le début de la crise, grâce notamment à la vaccination. Et donc, ils estiment bien que leurs adversaires se voient déjà perdants selon eux. Il y a donc une certaine tension pour ce scrutin. C'est pourquoi il y a beaucoup de militaires et de gendarmes que nous croisons à Nouméa. Plus de 2000 renforts ont été envoyés par la métropole et forcément, ça ne plaît pas à tous les habitants.